Dans tout le courant de la psychologie positive et de l'éducation bienveillante, on ne parle pas d'obéissance. Parce que tout de suite, dès qu'on parle d'obéissance, il y a un rapport de soumission-domination. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue. Je suis content de vous retrouver. Karima Chadibaou est avec moi. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes coach familial, parental, cofondatrice de l'ENAT, votre école de naturopathie qui se trouve à Saint-Ouen. Absolument. Vous êtes bien installé sur votre tabouret. Oui, ça y est, là, je relie avec la terre, ça y est. Bien. Vous animez des ateliers de lâcher prise également. Oui, j'ai vu ça, ça cartonne. Oui, absolument. Mais alors, c'est des lâcher prises, mais il y a des lâchers de femmes également. Oui. Oui, en fait, c'est un exercice. On passe par le corporel pour aider le mental à lâcher, en fait. Donc, c'est un petit exercice qui est très connu. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes, la personne, en fait, bascule en arrière et les autres la rattrapent. Et donc, on voit un petit peu son niveau de besoin de contrôler ou de maîtriser. Et donc, la personne, en fait, se travaille justement de lâcher de prise à travers le corps. Bien. Voilà. Vous demandez Karima en ami sur Facebook et vous verrez en quoi ça consiste. On va parler des enfants pour que les enfants vous écoutent ce matin. Je regardais en préparant cette émission, un enfant qui n'écoute pas ses parents a de bonnes raisons de ne pas les écouter. Oui, c'est une bonne phrase. Mais ça paraît évident finalement. Un enfant qui n'écoute pas, il doit avoir des bonnes raisons pour ne pas le faire. Absolument, de bonnes raisons. Et donc, charge à nous les parents d'aller découvrir quelles sont ces bonnes raisons. En tout cas, qui sont bonnes pour l'enfant, en tout cas pour lui. Bon, on va vous éviter ce matin les inévitables, les enfants d'avant, eux, ils écoutaient. Voilà. Parce qu'il y a toujours ce mythe qu'avant c'était mieux quand même. Les enfants d'avant, ils écoutaient. Ils n'en demandaient pas trop, on faisait pas autant de psychologie avec eux. Maintenant, plus on psychologise les choses, et plus on est à l'écoute, et plus on fait. On a l'impression qu'en fait, les enfants prennent le dessus. Enfin, c'est les retours qu'on a. Alors qu'en fait, c'est simplement, c'est pas les mêmes, on n'est pas à la même période, c'est pas le même contexte. Les besoins évoluent, changent aussi. Il y a certains besoins qui sont toujours les mêmes, bien sûr, mais d'autres besoins qui évoluent. Donc notre société évolue, il faut aussi qu'on évolue avec elle. Mais est-ce que c'est un mythe? Les enfants d'avant, eux, ils écoutaient, ils obéissaient au doigt et à l'œil. On avait l'impression qu'ils étaient quand même très disciplinés, les enfants d'avant. Alors disciplinés, oui, parce qu'en fait, la plupart du temps, en fait, les parents éduquaient aussi beaucoup avec la menace. La menace, il y avait la peur des parents. Il y avait un mélange en fait de respect et de peur en même temps. D'accord ? Et donc aujourd'hui, les enfants, on n'arrive plus très bien à distinguer quand un enfant, à l'époque, on va dire, c'est quand même un mythe, pour répondre à la question, c'est quand même un mythe. Oui, de se dire que les enfants d'avant, c'était quand même aussi des enfants qui étaient désobéissants. Ils étaient et pas plus, pas moins et pas plus qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est resté figé dans notre tête, en fait, une espèce de nos représentations mentales, de dire, oui, moi je me rappelle à mon époque, si je faisais telle ou telle chose, moi je me tenais à carreau, quoi. Le caprice, on ne sait pas ce que je voulais, cette paire de chaussures ou ce jouet. Le parent gérait tout de suite, quoi, dans le sens. Là maintenant, on est plus parce qu'on a découvert aussi beaucoup de choses, les neurosciences qui nous expliquent ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, au niveau émotionnel, au niveau de son ressenti. Donc, on est beaucoup plus à l'écoute, d'accord, qu'avant. Et avant, de toute façon, la génération, je vais pas faire le truc des baby boomers et compagnie, mais les générations, donc nos générations à nous et un peu plus, qu'est-ce qu'elles font ? C'est parce qu'elles voient justement, comme elles n'ont pas été entendues, n'ont pas été écoutées au moment où elles en avaient besoin, qu'aujourd'hui, elles ne veulent pas faire reproduire la même chose que leurs parents. C'est pour ça qu'on psychologise un petit peu les choses et on essaye d'être à l'écoute des sentiments et des frustrations et comment on gère les frustrations. Avant, on ne se posait pas la question, est-ce que mon enfant est frustré ou pas ? Voilà, c'est la vie, puis c'est comme ça. Et voilà, tu marches droit dans tes bottes et tu y vas. Il n'y avait pas d'argent, donc. Et il y avait exactement. Il n'y avait pas d'argent, donc tout le monde faisait avec ce qu'il avait. Exactement. Et donc du coup, l'être humain, c'est un être flexible, c'est un être qui s'adapte, et donc il va s'adapter aux choses. Je peux pas avoir ça. Ok, je m'en fais une raison. Vous parlez de la menace il y a un instant. La menace, ça fonctionne encore aujourd'hui ? Alors, beaucoup de parents ont encore recours malheureusement à la menace. D'accord, de le priver de quelque chose de privilège qu'il a ou d'une récompense qu'on lui a promis s'il fait telle ou telle chose. Ça marche encore, parce que la menace va de pair avec le chantage.
très souvent. Et donc, certains parents ont recours. Parfois, ça marche, d'accord ? Mais la question, en fait, moi, je vais la formuler autrement. C'est pas est-ce que ça marche ou ça marche pas ? Parce que souvent, quand on menace, oui, ça marche, parce que l'enfant va avoir peur. Et en plus, ça dépendra de son âge. Si vous avez affaire à un enfant rebelle, il va dire quoi ? C'est quoi ce truc ? Il va dire rien à faire, pour pas dire autre chose. Ouais. D'accord ? Moi, je m'en tape, je vais le faire quand même. Si vous avez affaire à un enfant soumis, d'accord ? L'enfant soumis, il va recroqueviller ses épaules et puis il va se dire de toute façon, on m'a toujours traité comme ça a toujours été comme ça. Très bien. Donc, je n'ai que ce que je mérite. D'accord ? Donc, il va venir affecter l'estime de soi. Donc, la question, on va la poser autrement, c'est quel est l'impact en fait que ça va avoir sur l'enfant et sur son développement psycho-affectif ? C'est ça la question. Parce que c'est sûr qu'on va avoir... Les parents, pourquoi ont recours à la menace ? Parce que la menace, ça fonctionne. C'est efficace tout de suite. Voilà. Tu fais pas ci, tu n'auras pas ça. Attends un peu, tu vas voir quand on rentre à la maison. Moi, généralement, quand on parle de cette manière-là, quand on rentre à la maison, il n'y a rien qui arrive. D'accord ? Parce que souvent, les menaces ne sont pas exécutées ensuite. Oui, donc l'enfant intègre que... Ouais. Que, non, ça ne marche pas. C'est juste des paroles en l'air. D'accord ? Alors, pour tous les enfants qui ont l'impression que leurs enfants ne les écoutent jamais. Entre guillemets, déjà, en tant que parent, quel est l'objectif ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que est-ce qu'un enfant, c'est une marionnette ou un petit robot téléguidé, on appuie sur un bouton, on lui dit assois-toi, il s'assoit, voilà. Qui obéit au doigt et à l'œil. Exactement. Alors nous, dans tout le courant de la psychologie positive et de l'éducation bienveillante, on ne parle pas d'obéissance. Parce que tout de suite, dès qu'on parle d'obéissance, il y a un rapport de soumission-domination. Un rapport qui va se créer, et puis après, à l'adolescence, qui va donner ce rapport de force. D'accord ? Donc nous, on ne veut pas de rapport de force, on ne veut pas ce rapport de dominant à dominé. Non, c'est mon enfant, je veux le meilleur pour lui, je veux l'accompagner sur son chemin de vie, être un guide pour lui, être un tuteur aussi pour lui, d'accord, pour qu'il puisse se développer, s'épanouir. Donc on va plutôt parler de coopération, on va parler de collaboration, d'accord ? On va co-créer ensemble cette relation, parce qu'on n'est pas tout seul. Une relation, si j'avais une métaphore à faire, par exemple là avec mon écharpe, parce que c'est qui se voit très, très bien à la radio, mais qui se voit pas à la radio, mais donc j'ai ici mon foulard là. Donc dans mon foulard il y a deux extrémités. Une extrémité qui est tenue par le parent et l'autre extrémité qui est tenue par l'enfant, d'accord ? Et donc ces deux, c'est ça la relation. Là je la matérialise de cette manière-là. Si je tire trop là. On peut entendre à la radio, je ne vais pas quand même déchirer mon foulard en soi. Non, ça serait dommage, donnez-le-moi avant. Dommage. Donc si je tire trop, si c'est trop tendu, relation tendue. Ouais. D'accord ? Donc il va falloir que je lâche un petit peu. D'accord ? Et il y a une parole, une sagesse d'un des califes dans la tradition musulmane, le calife Omar, qui disait la relation, il comparait la relation à un cheveu. Et notamment sur la relation conjugale. Mais on peut l'extrapoler sur la relation filiale aussi, entre parents et enfants. Et il disait, c'est comme un cheveu. Quand il y en a un qui tire sur le cheveu, l'autre doit lâcher. Parce que s'ils tirent tous les deux, le cheveu casse. D'accord ? Donc, chacun a son bout d'extrémité. Comme dirait Jacques Salomé, je suis responsable de mon bout d'extrémité. Mais l'enfant, lui aussi, inconsciemment, il va aussi agir. Donc, est-ce que je veux avoir une relation qui est molle, là, comme ça, qui est complètement molle, ou est-ce que je veux une relation qui est, là par exemple je le mets autour du cou, vous l'étranglez. Voilà, là je l'étrangle, qui est plutôt fusionnelle et qui empêche l'enfant de s'exprimer, d'accord ? Ou bien je veux quelque chose qui soit plutôt fluide, d'accord ? Et qui soit plutôt souple. C'est ça. Donc c'est à nous, en tant que parents, le morceau que l'on tient, de quoi on va, et si je l'exprime d'une manière aussi énergétique, quelle énergie je vais insuffler dans cette relation ? Donc on n'est plus dans un rapport de domination-soumission, on n'est plus dans un rapport d'obéissance, mais plutôt dans un rapport de coopération et collaboration. Pourquoi ? Parce que vous allez transmettre vos valeurs, vous allez transmettre ce en quoi vous croyez. Parce que l'enfant, quand il est menacé, ou quand il est dans un rapport de domination, il va faire les choses parce qu'il a peur de vous, mais une fois que vous avez le dos tourné, s'il n'a pas investi cette valeur, par exemple, et il va le faire parce qu'il a peur de maman ou il a peur de papa. Dès que papa ou maman n'est pas là, qu'est-ce qu'il va faire ce qu'il veut ? D'accord ? Donc ça, c'est fondamental. Les parents
ont parfois l'impression de parler une langue que les enfants ne comprennent pas. Alors, quelle est la langue que les enfants comprennent ? Oui. Pour, en tout cas, faire les choses qu'on leur demande de faire. Alors, les enfants, déjà, il va falloir leur parler la langue, en fait, qu'ils comprennent. Donc, ça veut dire que les parents doivent apprendre une nouvelle langue. C'est marrant que vous disiez ça, parce que lundi, j'avais un atelier J'ai lu avec le même les livre parents. que vous, peut-être. Voilà, oui. Les parents doivent apprendre une nouvelle langue, surtout quand on est dans l'éducation bienveillante et qu'on veut vraiment que notre enfant Ça m'a fait rire, s'épanouisse. ça m'a fait beaucoup rire. La nouvelle langue des parents que les parents doivent apprendre pour que les enfants les écoutent. Ben oui, mais absolument. Donc, parce que si on n'a pas l'habitude, on est à 180 degrés de ce qu'on a l'habitude de faire. D'accord ? C'est-à-dire on doit être, ces parents-là doivent être créatifs. Ces parents doivent vraiment utiliser l'imaginaire, doivent être flexibles et à l'écoute des émotions de leur enfant et de connaître aussi les besoins de leur enfant. D'où la nécessité de séparer le besoin du désir. Parce que souvent, les parents et même les enfants mettent tout dans le même sac. On mélange tout. D'accord ? Une paire de chaussures, s'il en a déjà plusieurs et qu'il fait un caprice, vous savez, le fameux caprice, entre guillemets, le caprice qu'il veut se jouer ou cette paire de chaussures, alors qu'il en a déjà, c'est pas un besoin. Un désir, on n'est pas forcé de le combler, le désir. C'est quelque chose, je désire ceci, cette robe, je désire partir à tel endroit. Il faut laisser l'enfant rêver, c'est important, et désirer des choses, mais nous ne sommes pas obligés de combler ses désirs. Nous ne sommes pas obligés de réaliser ses désirs. Et d'où, c'est ce qui va vous aider en tant que parent à réaliser et à voir la différence entre un besoin. Est-ce que c'est besoin ? Un besoin, c'est quelque chose de vital. D'accord ? Il a besoin de manger, il a besoin de sortir, il a besoin d'avoir des amis, il a besoin de se sentir bien, qu'on soit à l'écoute de ses émotions, mais il n'a pas besoin d'une paire de chaussures ou d'un énième jouet d'accord ? Alors, je dis aux parents, et les parents me posent souvent la question, Philippe, me disent oui, mais on parle la langue, on va parler la langue de notre enfant, mais il insiste sur ce désir, d'accord ? Il veut cette chose absolument. Donc, si on est en capacité de pouvoir lui offrir et donner du sens à ce qu'on va lui offrir, dans cette chose, on va lui donner du sens, d'accord, lui donner de la valeur. Donc l'enfant, c'est très bien, on peut le faire. Mais si par exemple on n'a pas les moyens de réaliser ce désir, alors moi donc c'est dans notre courant à nous, on crée la boîte à désir. C'est-à-dire qu'on va laisser l'enfant soit dessiner, soit regrouper des choses qui vont en fait dans cette boîte représenter tous ces désirs. Et c'est une manière en fait de pouvoir le réaliser. Et du coup, de pouvoir gérer la frustration. Parce que ce qui est difficile dans cette nouvelle langue qu'on est en train d'apprendre, c'est comment on fait pour gérer les frustrations et les colères et les bouderies et tous ces états en fait émotionnels, toutes ces émotions, toutes ces comment je vais dire ça, ces états en fait dans lesquels se trouve l'enfant et qu'on a du mal en tant que parent à pouvoir l'aider et à pouvoir accompagner ça. Alors à l'époque, on revient à l'époque avant, tu sais, dès que je commençais à sortir les yeux ou j'avais à peine l'idée de crier ou de me rouler par terre ou de trépigner, je m'en prenais une. Et du coup, là, t'as une bonne raison de pleurer. On a bien entendu ça. Là, je vais te donner une bonne raison de pleurer. Pourquoi tu chouines ? D'accord ? Ah, j'aime bien ça, chouiner. Bah oui, chouiner qui est là. Alors, il y a chouiner et geindre. Moi, j'aime bien les deux, en train de geindre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Vous savez, hier soir, je regardais un petit peu sur le thème de la frustration et je voyais les 30 frustrations de l'enfant. Et il y avait je veux pas qu'on me laisse ici. Vous savez, les fameuses phrases, là, les enfants quand ils chouinent et qu'ils sont en train de geindre, et nous on n'arrive pas et puis ça nous exaspère. Donc la meilleure manière, la manière qu'on a habituelle, c'est quoi ? C'est de faire cesser ce comportement. Comment on fait cesser ce comportement ? On a eu l'habitude et ce qu'on a vu, les modèles qu'on a vus, c'est quoi ? C'est soit je t'en colle une, d'accord ? Soit je te mets au coin, soit le retrait, je t'isole et voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas réglé, c'est qu'on n'a pas aidé l'enfant à gérer cette frustration. Ou bien alors, on a l'autre côté, on va céder. On va céder, on va lui donner ce qu'il veut. Par facilité, pour éviter une puis crise. Dire, vas-y, ouais. Ou alors on va lui donner, allez, tiens, prends le téléphone, prends ta tablette, allez, je vais avoir une heure tranquille. De paix, ouais. Une heure de paix. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réglé et on n'aide pas l'enfant à traverser ce flux émotionnel. On n'arrive pas, il ne saura pas ensuite le gérer. Et c'est ce qu'il va faire plus tard. Si j'ai appris, on m'a appris à me consoler ou à gérer ce sentiment en me donnant un bonbon, en me donnant quelque chose,
ça va faire après des acheteuses compulsives comme moi, par exemple. Ça, je le garde, j'aime bien. Acheteuses compulsives, ou alors quelqu'un qui va aller... Ça dépend avec quel argent. Oui, avec le mien. Si c'est le vôtre ou si c'est... Ça dépend, absolument. Ça va être le reporter tout ça, toute cette énergie sur de la nourriture, par exemple. D'accord, pour pouvoir me consoler, je vais aller manger une bonne tarte à la crème, une tarte au chocolat ou quelque chose de sucré. Et puis de dire, parce que ça, j'ai l'idée que ça va me faire du bien, parce que j'ai appris étant petite que justement pour avoir ce que je veux, j'avais recours au sucré. Voilà, là j'ai caricaturé, Philippe, hein. C'est un peu plus complexe que ça, mais juste pour comprendre. Du coup, il va falloir cesser avec ça et apprendre cette nouvelle langue, celle de l'écoute des émotions, celle d'aider l'enfant. Même si c'est difficile, il doit apprendre à passer justement... La frustration fait partie de la vie, d'accord ? Et la frustration aide à structurer l'enfant. D'accord ? Et donc se poser la question, est-ce que c'est une bonne frustration ou bien c'est une mauvaise ? Cette bonne, est-ce qu'elle va réveiller en lui ? Elle va lui apprendre la patience. Parce que notre époque, c'est la période du je clique et j'ai ce que je veux, je zappe et j'ai ce que je veux, j'aime pas. Hein. On est dans ces générations-là. Et en plus tout de suite. Hein, et ensuite, voilà. C'est instantané. C'est immédiat. C'est immédiat. Il n'y a pas cette attente. Moi, je me souviens... quand j'étais plus jeune et que je voulais une belle paire de chaussures et que je faisais des travaux, j'étais rémunérée pour ces travaux et puis je gardais cet argent dans une boîte et ça y est, j'y suis prêt, j'avais mon objectif, ma petite étoile qui était bien posée là. Je me dis, ça y est, je suis en train de m'acheminer vers mon étoile, ma paire de chaussures ou autre chose, et du coup cette satisfaction et ce sentiment de gratification et de se dire waouh, j'y suis arrivée. J'étais frustrée, j'ai pas pu acheter ou ce que je voulais ou être dans mes habitudes, d'accord, mais là j'y vais, j'ai mis l'argent de côté et voilà, j'ai réussi à atteindre, j'ai réalisé mon désir. Et Karima Chadibaou avec nous ce matin. Pour tous les parents, et si vous avez l'impression que vos enfants ne vous écoutent pas, Karima va vous donner des clés parce que bien sûr, c'est magique. On a toujours l'impression, après je vais me faire tirer les oreilles sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les gens qui vous donnent des conseils dans les radios ou dans les télévisions, on a toujours l'impression qu'ils ont des enfants magiques. Oui. Hein, et ils ont des solutions magiques. Alors moi, c'est des solutions magiques parce que elles sont simples. D'accord ? Pour moi, la magie, c'est quelque chose, c'est la magie dans le langage, la magie dans la relation, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est magique dans ce sens-là parce qu'on a un résultat et on voit l'état tout de suite, instantanément sur notre enfant. Quand on accueille son ressenti, par exemple, quand il est face aux prises avec une émotion forte, une frustration, il est en train de bouder ou une colère, et qu'on est là pour l'accueillir et pour le soutenir, oui, c'est magique parce que tout de suite, on voit l'impact que ça a. On voit comment est-ce qu'il redescend, comment est-ce que quand l'émotion est accueillie, est entendue. D'accord ? Si vous pratiquez ça, oui, ça va être magique. Alors, on prend dans un instant Zora, qui est au standard, qui nous appelle de Grenoble au 01 53 48 3000. On prend un exemple simple. Karima, un enfant qui veut pas ranger sa chambre. Oui. Voilà. Et qui écoute pas, et qui, voilà. Et qui veut pas, ça fait une semaine qu'il veut pas ranger sa chambre. Alors, d'abord, ça dépendra de son âge. Quel âge il a, cet enfant ? Si c'est un enfant de 9 ans, de 10 ans, ou si c'est un ado de 16 ans. On va pas utiliser les mêmes... Par principe, la chambre de l'ado ressemble plutôt à un vestiaire. Elle ressemble plutôt à un vestiaire. Et donc, dans ce cas-là, il y a d'autres techniques, notamment laquelle moi je suis une adepte, c'est la stratégie paradoxale. C'est-à-dire qu'on va faire le contraire de ce qu'il s'attend ce qu'on fasse. Je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit. Ça va, c'est français ? Ouais. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ? On va délimiter son territoire et on va lui dire, voilà, là c'est ta chambre, c'est ta zone, tu fais ce que tu veux, mais ton bazar ne traverse pas cette ligne. C'est ta réserve. C'est ta réserve, tu fais ce que tu veux, tu gères, mais le parent ne rentre pas et... Bon, on pourra faire une émission là-dessus, d'ailleurs, ce serait très intéressant. Moi, je connais des mères qui rentrent dans les chambres d'ados et qui rangent. Et oui, parce qu'elles disent ça sent le fennec ici quand tu rentres, elles ouvrent les fenêtres. Mais l'enfant, lui, il va se dire, de toute façon, l'ado, il va dire, maman, elle est toujours là pour ranger, donc du coup, il ne prend pas responsabilité de son bazar. Mon enfant a 9 ans, donc il ne range pas sa chambre. Donc, il va falloir faire quoi ? Si je l'ai dit plusieurs fois, range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre, et qui n'obéit pas, entre guillemets. Alors, on va arrêter l'obéissance, parce que range ta chambre, c'est quand même, on utilise l'impératif. Donc, c'est un ordre que je suis en train de donner.
D'accord ? Parce que si tu ne ranges pas ta chambre, il y a la menace qui arrive derrière. Donc plutôt de lui dire ça, on va plutôt parler d'une manière non violente, c'est-à-dire qu'on va déjà utiliser des tournures de phrases comme « je m'attends aujourd'hui », on est tel jour, c'est mercredi, « je m'attends ». C'est-à-dire qu'on va parler d'attente. Je m'attends à ce que tu ranges ta chambre. Je m'attends à ce que ta chambre soit rangée. On va éviter le tu, d'accord ? L'enfant ne le fait pas. Donc, on va discuter avec lui. Déjà, on va lui dire qu'est-ce que ça veut dire ranger. Parce que nous avons deux réalités différentes. La réalité du parent, ce que ça veut dire pour lui ranger, d'accord ? Et l'enfant, il faut aller vérifier c'est quoi pour lui ranger. Si pour lui ranger, c'est prendre les vêtements en boule et les mettre soit sous le lit, dans le placard comme ça et laisser tout le bazar, on fait pas les draps, il change pas et il met juste son couvre-lit ou sa housse ou sa couette juste directement comme ça, d'accord ? Pour lui, il peut vous dire, mais et la plupart du temps, c'est ce qu'il dit, mais j'ai rangé ma chambre, moi je comprends pas. Donc il faut l'écouter, il comprend pas, qu'est-ce qu'il ne comprend pas ? Donc vous allez clarifier, préciser ce que c'est que ranger. D'accord ? Pour maman, ranger la chambre, c'est quoi ? Tes livres dans la bibliothèque, s'il en a une. Le bureau, qu'il n'y ait plus rien sur le bureau. Passer l'aspirateur s'il y a une moquette, ou passer un coup de balai, que rien ne traîne par terre, que ton lit soit fait, et on lui montre comment on fait son lit, d'accord ? Et plus de vêtements qui traînent. Ou sinon, un panier, des casiers, organiser tout ça. D'accord ? Donc, on discute avec l'enfant. Là, pour moi, voilà, pour maman, une chambre rangée, c'est ça. Folle coche. Non, je suis pas folle coche, là, ça va, je suis pas psychorigide, là. L'aspirateur à 9 ans, vous ? Bah oui, bien sûr, l'aspirateur à 9 ans. À 9 ans, il sait faire. Attendez, à 9 ans aujourd'hui, ça fait faire plein de choses. Non, qui savent faire, oui, je comprends. D'accord, mais il peut le passer. C'est dans sa chambre. Et on lui explique que voilà, les bases d'une hygiène, un endroit propre dans lequel il va évoluer, dans lequel il va se sentir bien. D'accord. Donc là, vous lui avez expliqué ce que vous attendez de lui. Voilà. Maintenant, comment faites-vous pour qu'il passe à l'action ? Alors, il passe à l'action, on va lui dire, OK, on va lui faire le tableau, on va peut-être pas exiger de lui, s'il n'a jamais rangé sa chambre, on va peut-être pas exiger de lui de ranger sa chambre tous les jours. On va lui dire, voilà, tu as le mercredi ou le samedi, le week-end, quand t'es... on va poser un tableau, en fait, le tableau des tâches. Moi, je trouve que ça marche très bien, ça, surtout quand il y a plusieurs frères et sœurs. Et surtout quand ils sont plusieurs dans la chambre. D'accord ? Donc, on va poser un tableau des tâches. Et je vous assure, l'outil, il est basique, mais ça fonctionne. Et on va ritualiser ça. C'est le fait de mettre des rituels, des habitudes. Comme quand on lui apprend à se laver, à se brosser les dents, à faire, quand il va faire ses besoins, à se nettoyer, d'accord ? C'est exactement la même chose. Donc, si l'enfant ne coopère toujours pas, alors là, dans ce cas-là, on va faire une résolution de conflit. On va lui dire, on va discuter, on va dire, écoute, est-ce que c'est un bon moment pour toi de discuter ? J'ai besoin de parler avec toi au sujet du rangement de ta chambre. Et on va exprimer son ressenti. Le parent va exprimer son ressenti. Il va exprimer ses attentes et on va écouter l'enfant qui, lui, va exprimer son ressenti. Et il va aussi peut-être exprimer aussi des attentes. D'accord ? Et ensuite, on va passer au niveau de la demande. D'accord. On fait un brainstorming, un remue-ménage de toutes les solutions possibles et on va choisir les solutions les plus adaptées et ensuite on teste et on évalue si ça fonctionne ou pas. Si ça ne fonctionne pas, là, dans ce cas-là, on va passer à la sanction. Pour les devoirs ? Alors, pour les devoirs, moi, je les appelle pas les devoirs. Parce qu'il y a quand même des résistances, là aussi. Oui. Alors, déjà, le parent, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tout le côté affect et tout le côté émotion. C'est comme si notre enfant, il va jouer sa vie sur ses devoirs. D'accord ? Le parent, il part, s'il fait pas ses devoirs, ça va pas. S'il fait pas... Et il est tout le temps en train de répéter, t'as fait tes devoirs, va faire tes devoirs. Tout le temps sur le ton de l'impératif, d'accord ? En donnant des ordres. Là, déjà... changer c'est pas des devoirs, moi je dis c'est des vouloirs. Voilà, oui je sais. Non, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, tu vas, au lieu de dire est-ce que tu as montre-moi ton cahier de vouloirs. Bah oui, montre-moi ton cahier de devoirs, parce que tu veux, c'est volonté, on y va. D'ailleurs c'est pour ça que les devoirs sont interdits par la loi depuis 1952, je crois, ou 54, je sais plus. Donc on va réviser, on va lire ensemble, c'est-à-dire prendre la posture de quoi ? Du curieux, de la curiosité. Tiens, je suis curieuse de savoir ce que tu as appris aujourd'hui. Tu vas partager. Et on va utiliser l'imaginaire. Et on va utiliser, en fait, on va aller motiver l'enfant. Mais si, moi, personnellement, vous me dites, c'est quoi tes devoirs ? Là, tout de suite, c'est devoir, c'est lourd comme mot.
Si je dois, déjà, il a travaillé toute la journée, il a passé 7 heures à l'école, il rentre, il n'a pas fait, alors vous l'avez mis à l'étude, par exemple, pour qu'il puisse faire ses fameux devoirs, il rentre, il les a pas fait, parce qu'il avait envie de s'amuser, et donc il traîne, et il repousse, il est 21h30, il a toujours pas fait ses devoirs, et il doit aller dormir. Et qu'est-ce que vous faites ? Ça y est, tu sais quoi ? Tu vas te débrouiller demain avec ta maîtresse. Tant pis pour toi, t'avais qu'à les faire. Voilà, ça va être la réaction des parents. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre dans ces états-là ? On va plutôt lui dire, ok, en rentrant, très bien, je suis curieuse de savoir ce que tu as appris aujourd'hui. Alors bien sûr, ça présuppose que le parent doit être déjà à l'écoute disponible, à l'écoute de lui-même, pour pouvoir faire de la place aux sentiments des enfants. Mais c'est sûr que si vous avez aussi une journée horrible et que vous avez juste envie de vous débarrasser de ce qu'il vaut mieux pas, ne communiquez pas à ce moment-là, c'est pas la peine, parce que vous risquez de faire plus de dégâts qu'autre chose. D'accord ? Est-ce que c'est une solution un peu aidante, Philippe ? Ce que je viens de proposer là. J'adore les vouloirs. Vous adorez les vouloirs. Franchement, ça j'adore. Les vouloirs, c'est simple. Zora est à Grenoble. Je ne sais pas si elle aime les vouloirs. En tout cas, vous êtes la bienvenue, Zora, sur Beurre FM. Oui. Bonjour Philippe, bonjour Karima. Bonjour Zora. Bonjour, je vous appelle concernant mon fils de 5 ans. Donc je suis vraiment au bord du rouleau avec lui. J'arrive pas en fait à le comprendre. On dirait que j'ai un ado à la maison. C'est qu'il est très colérique. Dès qu'il n'est pas content, il tape sur les chaises. Il n'écoute pas, il répond. Et il n'est pas du tout expressif. Quand on lui dit pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui ne va pas, il dit rien. D'accord. Et sincèrement, après, on est vraiment que dans la colère, que dans les cris. Arrête, fais pas ci, fais pas ça. Enfin, on fait que crier en fait. Du coup, j'ai plus ce rapport maman-fils, quoi. J'ai plus ce rapport gendarme à dire arrête, quoi. Enfin, et plus de douceur, plus de caresses, plus de câlins. Enfin, voilà. Et c'est vrai que là, je me dis, il faut faire quelque chose. Le souci, c'est que je ne sais pas à qui m'adresser, parce que j'arrive à un moment où dire je ne t'aime plus. Donc je me dis mince, quoi. Enfin, dire ça à son fils, c'est ce que j'ai fait pour avoir ce fils, quoi. Et, j'ai dit ça, et puis voilà, j'ai peur qu'après ça lui reste comme séquelle, quoi. Et plus tard, il dira maman, elle me déteste, enfin, elle m'a dit ça. Et voilà. C'est pour ça que j'appelle au secours à dire comment faire avec cet enfant. Regardez, vous avez une voix tellement douce au téléphone en plus, franchement. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qu'il comprend pas ? Qu'est-ce qu'il entend pas, votre petit garçon ? Alors en fait, c'est que on est toujours le matin quand il se lève, je lui dis va t'habiller, il va pas s'habiller. Non, j'ai pas envie. Il tape tes pieds, il claque la porte. J'ai pas envie de m'habiller. Et puis ils sont deux. Il a un frère de 4 ans et une sœur de 20 mois. Et il veut toujours tout faire lui. Il faut que je commence à servir à table, que ça soit lui en premier. Il faut que ça soit toujours lui. Il faut pas que son frère se lève avant lui. Des fois, il se réveille dans la nuit, presque toutes les soirs, il se lève à 3h du matin. Et il réveille son frère. D'accord. Et il veut jouer. On lui dit non, c'est pas l'heure de jouer, mais voilà, il fait du bruit, il va être très... Oui, il est en train de marquer un petit peu son territoire, si vous me permettez l'expression Zora. Et là, on a clairement une rivalité, des jalousies et rivalité en fait avec la petite sœur de 20 mois qui est là et le petit frère de 4 ans. Donc là, il se sent clairement menacé. Donc c'est sa manière à lui de vous exprimer en fait sa colère et sa désapprobation. Donc la première chose, Zora, que vous allez faire, d'accord, c'est de dissocier son comportement de qui il est. Comment il s'appelle, votre petit garçon ? Kamel. Kamel. Donc, il y a Kamel et ce que fait Kamel. D'accord ? Ce que fait Kamel vous agace, vous énerve, vous met dans tous vos états. Mais Kamel, il est merveilleux. Kamel, il est fantastique. C'est votre enfant, c'est votre bébé, c'est votre premier-né. D'accord ? Donc là, dans votre tête et dans votre cœur, il faut séparer les choses. D'accord ? C'est ce qui va vous aider à ne pas rentrer dans « je l'aime plus » ou votre enfant, vous l'aimez inconditionnellement. D'accord ? Il vous l'aimez pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est quand vous demandez déjà, enlevez dans votre vocabulaire les pourquoi. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. L'enfant, à l'âge de 5 ans, il sait pas pourquoi il fait ça. Et c'est pour ça que quand vous lui posez la question, il vous regarde et il vous dit « je sais pas ». Ben oui, il sait pas. Donc, il peut pas vous répondre. Et le pourquoi mobilise tout de suite la défensive, mobilise tout de suite la justification.
Donc, alors que lui, il peut pas répondre à ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est lui dire, j'entends, je vois que tu es en colère. Je vois que tu n'es pas content ce matin. Tu as peut-être mal dormi. Donc, vous allez verbaliser autour. Vous allez faire des hypothèses. D'accord ? Au début, Zora, ça va vous prendre du temps à installer ça. Mais ensuite, une fois qu'il aura compris, vous allez voir, ça va aller tout seul. Et il va vous le dire lui-même. D'accord ? Donc, vous allez accueillir ces sentiments. Oui, je vois que tu n'es pas content. Je vois que tu es en colère. Je vois que tu tapes des pieds. Je vois que tu veux pas t'habiller. J'ai bien entendu. Très bien. Ben, pour le moment, tu ne t'habilles pas. D'accord, j'ai bien entendu. OK. Et vous le prenez dans vos bras. Et vous le gardez dans vos bras pendant quelques minutes. D'accord ? Mais quand vous êtes avec lui, c'est-à-dire ce temps-là pleinement avec lui, vous ne pensez pas ni à la petite de 20 mois, ni au petit frère. Ça veut dire que vous allez vous organiser. Votre emploi du temps, le matin, il va falloir carrément le revoir. D'accord ? Et pas être dans la précipitation de « il doit s'habiller, aller à l'école, on va arriver en retard ». Et puis après, vous savez, c'est la boule de neige, où on se retrouve à faire les choses en cascade et tout et n'importe comment. Et puis, à la fin, quand on a terminé tout, les deux à l'école et la petite, vous dites « mais qu'est-ce qui s'est passé là ?» C'est ça. Ouais, non, j'ai bien entendu. Donc, première chose, on sépare l'enfant du comportement. D'accord ? Deuxième chose, on accueille le sentiment, on accueille ce qui se passe sans lui demander pourquoi. C'est-à-dire que vous faites de la place à ce qu'il ressent. Et vous verrez, une fois que vous l'aurez pris dans vos bras et accueilli sa colère ou sa tristesse, ou il se réveille, il a mal dormi, il a peut-être fait un cauchemar, il peut se passer beaucoup de choses, D'accord ? Mais l'enfant à 5 ans, il ne sait pas encore exprimer ça. Donc nous, on va l'accompagner, le prendre par la main, le prendre dans les bras pour l'accompagner vers ça. Et ensuite, vous allez installer d'autres habiletés. Par exemple, s'il ne veut pas s'habiller comme ça, vous allez proposer des choix. D'accord ? Des vêtements, vous préparez ça la veille. Voilà. Il y a le plan A et le plan B. Il ne veut pas mettre ça, mais il pourra mettre autre chose. D'accord ? Il ne veut pas petit déjeuner. Très bien, vous ne vous inquiétez pas. S'il ne veut pas manger avant d'aller à l'école, il ne va pas mourir. Un enfant, ça ne se laisse pas mourir de faim. D'accord ? Donc, il peut y aller. Donc là, c'est déjà mettre en place ces petites choses. C'est des petites choses qui vont apporter un très grand bénéfice. Est-ce que ça vous aide, Zora ? Oui. D'accord ? Oui, Et vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, vous savez, de Beurre FM, on a fait une émission sur les émotions, on a fait des émissions sur comment parler aux enfants pour qu'ils nous écoutent, et tout ça. Et regardez-les, écoutez-les, et n'hésitez pas à partager et à poser vos questions. D'accord ? Mais déjà, commencez à pratiquer ça. D'accord. D'accord, Zora ? Je vais ça. Merci. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous aide ? Oui. C'est vrai Super. que moi, je le vois, des fois, il a des comportements d'un grand. Et c'est vrai que je me dis, bon, des fois, il peut être un amour, un grand. Et des fois, du coup, c'est vrai que je me pose des questions comme s'il était grand, mais j'oublie, en fait, c'est vrai qu'il a 5 ans. Exactement. Et vous savez, Zora, le cerveau d'un enfant, la maturité du cerveau, les neurosciences nous le disent, c'est 25 ans. Là, il a 5 ans. Donc, il ne peut pas gérer tout seul ses émotions. Il est aux prises, c'est comme s'il est dans une tempête et il ne sait pas. Donc vous êtes le capitaine. Vous allez donner la direction. La direction, c'est comment ? On accompagne ces émotions, on les suit et on les laisse évoluer jusqu'à ce qu'elles se dissipent, tout simplement. Et ensuite, on pourra lui expliquer. Et vous allez ensuite apprendre à prévenir, en fait, ces crises. Dès le matin, vous le prenez dans vos bras, par exemple, parce que là, vous allez déclencher la sécrétion d'hormones, les hormones du bien-être, l'ocytocine, la sérotonine, en le prenant dans vos bras avant même qu'il ouvre les yeux. Vous voyez ? Ça veut dire aussi, donc Zora, là-dessus, bien sûr, il va falloir faire un effort pour vous, c'est de vous réveiller peut-être plus tôt, d'organiser ça. Quelles sont les expressions que les enfants ne comprennent pas et les expressions qu'on doit bannir de notre vocabulaire ? Alors, les expressions « tu dois », il faut, tous les opérateurs de nécessité, les opérateurs d'obligation, ça, on doit les éviter. On doit formuler des demandes. C'est quoi les demandes ? C'est « je m'attends à ». On va utiliser les pronoms indéfinis. Vous savez, c'est le fameux tu qui tue. Tu, les stratégies klaxon. Voilà, la stratégie klaxon. On va l'éviter, celle-là. D'accord ? Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois être comme ceci ou tu dois être comme cela. Toutes ces expressions, on va les enlever. On va plutôt dire je m'attends à ce que la table soit débarrassée. La lumière, on va utiliser, au lieu de faire des longs discours, vous savez, on va faire la morale, mais tu crois quoi, que ton père il travaille chez EDF ou chez
Enedis, ou je sais plus comment ça s'appelle maintenant, d'accord, où tu crois que ton père travaille dans une centrale nucléaire, Maintenant, on dit c'est pas Versailles ici. Voilà, c'est pas Versailles ici. Voilà, exactement. On va plutôt exprimer en un mot. Par exemple, dans la méthode Faber et Maslich, de Adèle Faber et Hélène Maslich, on dit dire les choses en un mot plutôt que de faire un long discours. De combien de fois je t'ai déjà dit qu'il fallait éteindre la lumière quand tu sors dans une pièce. Et tu crois que papa travaille tu crois que c'est ici le château de Versailles? J'en ai marre. La prochaine fois que je reçois la facture, c'est à toi que je vais la donner. Voilà. Et ça sert à rien du tout parce que l'enfant, il est en train de se dire quoi? Bon, maman, elle est dans son délire. C'est les 5 minutes de maman, ok? Il se bouche les oreilles, il n'entend plus rien. Donc, en un mot, proposer des choix. Tu préfères faire ceci ou cela? D'accord? Tu veux manger ça ou ça? D'accord? Mais par rapport à la lumière, alors? Par rapport à la lumière, on va lui dire la lumière. Et on ne va pas jouer à l'inspecteur Colombo à savoir qui a laissé la bouteille de jus de fruits vide dans le réfrigérateur. Et comme par hasard, les enfants, c'est pas moi, c'est pas. Alors les parents vont dire c'est qui? Alors je vais le voir à la marocaine, on va dire c'est les genoux, c'est qui? C'est qui est venu se servir dans le réfrigérateur et qui a laissé la bouteille? C'est peut-être votre frigo qui est genouné. C'est peut-être le frigo qui est genouné. Il faut lui faire une aujourd'hui. Ça marche sur les frigos. Ça marche. Donc vous dites quoi? Vous dites quoi dans ces cas-là? On va simplement dire quand on a terminé la bouteille, on la met à la poubelle. On va donner des informations. On va donner des renseignements aux enfants. D'accord? Salim est patient au standard. Salim, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour Philippe. Bonjour Nadia. Alors c'est Karima. C'est pas Nadia, c'est Karima. Un gros bisou à Nadia. Nadia était là hier, elle faisait du yoga. Voilà. Ah, Karima, excusez-moi. Je vous en prie Salim, bienvenue à vous. Merci. En fait, moi, je voudrais tout simplement vous poser une question parce que j'ai 2 garçons. Il y en a un qui a 6 ans presque et 3 mois et l'autre il a 3 mois et 4 mois. Donc 3 ans et 4 mois plutôt. Et donc je voudrais parler sur l'aîné parce qu'en fait on a été convoqué par l'école. Donc sa mère elle est partie. Donc il est au CP, hein, c'est ça? Il est au CP. Il est au CP, ouais. Il est au CP. D'accord. Ils ont expliqué à sa mère votre enfant il est premier de la classe. Donc il comprend tout. On voudrait le mettre au CE1. D'accord. Mais par contre, il n'écoute pas dès qu'on lui donne à faire ses exercices. Il dit que c'est trop facile, il ne peut pas le faire. Et donc, il s'assied pas correctement sur la chaise. Et soit déjà, il n'écoute pas sa maîtresse. Et quand il vient à la maison, il dit qu'il n'aime pas sa maîtresse. Alors, donc moi, j'ai envie de poser cette question. Est-ce qu'il est nécessaire que je l'amène chez un psychiatre ou je ne sais pas quoi faire? Un psychiatre, c'est peut-être un peu tôt. Ouais, c'est peut-être un peu fort, le psychiatre, là, Salim. Hein. Non, là, votre enfant, il n'a pas besoin de psychiatre. Votre enfant, il est juste en train d'exprimer, en fait, sa maturité intellectuelle, dans le sens où le niveau donc de CP, apparemment, il a l'air, donc il est fort, il est bon, il fait ses exercices, et en plus, il dit que c'est facile. Donc, ça veut dire que votre enfant, il a besoin d'être un peu challengé. C'est-à-dire que le niveau dans lequel il est, c'est pas suffisant, il a besoin de plus. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un contrat avec l'enseignante, c'est-à-dire que vous allez, vous mettez vraiment dans un rapport, Salim, avec votre épouse, dans un rapport collaboratif avec l'enseignant. D'accord? Ouais. Vraiment collaboratif. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, elle veut le faire sauter de classe. Donc, ça veut dire, parce qu'au niveau des apprentissages cognitifs, il y est, mais au niveau de du psycho-émotionnel, c'est-à-dire de ses émotions et de comment se tenir, c'est-à-dire il n'a peut-être pas encore la posture d'élève. Exactement. C'est ça. Donc la posture d'élève chez les enseignants, c'est quoi? C'est il est assis, il écoute les consignes, les oreilles bien ouvertes, les yeux grands ouverts et il écoute ce qu'on lui dit. Il est bien collé sur sa chaise. Voilà, bien collé sur sa chaise. Seulement, on a affaire ici apparemment, de ce que vous me dites, on a affaire à un enfant qui est plutôt dans le kinesthésique, c'est-à-dire qu'il va aussi exprimer son intelligence à travers son corps. Voilà. Donc ça, il faut l'expliquer aussi à l'enseignante. Bon, elle doit le savoir, mais de lui dire, voilà, que votre enfant, il a, dans sa manière d'apprendre, il a besoin de bouger. Si vous le figez, qu'il doit rester assis, il n'apprend pas. Il aura du mal. Donc, ça veut dire que vous allez aménager, vous pouvez demander ça à l'enseignante, d'aménager une place pour qu'il ne gêne pas ses camarades et qu'il ne gêne pas non plus l'enseignante, pour qu'il puisse vraiment se déplacer
D'accord, qui demande quand même, c'est-à-dire que c'est comme si vous allez établir un protocole avec l'enseignant et ses consignes. Et votre fils devra en fait s'engager à cet âge-là, à l'âge de 6 ans, il pourra le faire, à s'engager en fait à cette tenue comme ça dans la classe. Moi, je l'ai fait déjà avec des enfants. Je suis juste intervenue une fois au sein de l'école pour expliquer un petit peu cette situation et ça s'est passé et ça se passe très très bien. D'accord. Il ne faut pas que vous tout de suite vous rentriez dans un il est peut-être malade, il a peut-être un problème, il faut aller voir le psychiatre. Non, il y a des choses que vous pouvez aménager et vous avec votre épouse et l'enseignante en collaboration ensemble pour le bien-être de votre petit garçon. D'accord. Et pour que ça puisse bien se passer. Donc du coup, vous allez parler aussi avec votre enfant et lui dire voilà, dans la classe, il y a certaines choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. C'est parce qu'on est avec les autres. D'accord. Et, pour ne pas gêner. Et du coup, en ayant cette discussion-là, vous allez y arriver et surtout installer ça avec l'enseignante. Dites-lui, voilà, que lui, il a besoin de bouger. Un enfant, c'est pas une pierre qu'on pose quelque part et qui bouge plus. Hein. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé de toute façon. Hein. Si, dans les séries sur TF1. Oui, dans les séries, oui. En fait, quand la maîtresse, elle lui donne un exercice, et il me dit que la maîtresse a dit à sa mère qu'il me regarde de travers parce que il connaît tout si elle lui donne des exercices à faire et alors dans ce cas, parce que la maîtresse, elle est. Moi, j'étais enseignante avant, donc je connais un petit peu ça. C'est que la maîtresse, elle est un peu challengée, elle aussi. Ça veut dire que il faut qu'elle aussi, elle donne du travail en plus, c'est-à-dire des choses un peu plus compliquées pour le petit. D'accord, la classe, elle n'est pas homogène dans le sens où ils sont tous au même niveau d'intelligence. Quand je dis niveau d'intelligence, c'est-à-dire les différentes intelligences qui s'expriment. Hein. D'accord. Et chacun, oui, vous savez, il y a les 7. Je vous invite à regarder les 7 intelligences de Howard Gardner et il explique en fait. Vous allez sur Google, vous retrouvez ça. Howard Gardner, les 7 intelligences et vous allez voir qu'il y a différentes intelligences qui s'expriment. On fera une émission là-dessus. On fera une émission aussi là-dessus. Sur tout le monde, vous pourrez la regarder sur la chaîne YouTube. Merci, merci voilà, infiniment. Ça vous aide, Monsieur Salim? Ah oui, très bien. Je vous remercie infiniment. Super. Bon, bravo. Au plaisir, merci. Salim. Allez, au plaisir, Monsieur Philippe. Au revoir. Merci, au revoir, Salim. Jamila nous attend au 01 53 48 3000. Jamila, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à vous. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour Jamila. Bonjour. J'arrive en chemin, donc j'ai pas suivi votre émission dès le début. Moi, je voulais vous solliciter votre aide par rapport à ma fille qui est âgée de 3 ans et demi. D'accord. Et qui subitement s'est mis à sucer ses 2 doigts. D'accord. Seulement au dortoir à l'école. Donc en fait, elle ne prend plus la tétine depuis 2 ans. Et j'ai constaté qu'elle suçait l'index et le majeur. L'index, oui. Seulement à l'école. Pendant les vacances, elle ne le prend pas. À la maison, elle ne le suce pas. Chez mes parents, chez mes proches. D'accord. Et j'y arrive pas. Donc, vous n'arrivez pas à quoi? Vous n'arrivez pas à quoi, Jamila? C'est-à-dire, j'arrive pas à la faire, comment m'exprimer, à la faire arrêter. Vous voyez, j'essaie de parler avec l'école, j'essaie de parler avec la scène qui surveille le dortoir. J'essaie de comprendre, j'ai parlé avec ma fille. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre fille? Qu'est-ce qu'elle vous dit? J'ai rien. En fait, elle dit qu'elle sait pas. Et voilà, elle a que 3 ans et demi, donc c'est un peu compliqué. Oui. Et je suis dépassée. Donc je sais pas trop, j'ai essayé de rechercher, de me renseigner. Est-ce que c'est parce qu'elle est stressée? Est-ce que il fait trop sombre au dortoir? Est-ce que elle est dans l'imitation? Alors, il y a des camarades de classe qui sucent, comment dirais-je, leur pouce, leur doigt, ou qui ont encore leur tétine, parce qu'elle est en petite section. Et puis après, j'essaye de faire le parallèle avec ma vie privée aussi, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué. Elle voit pas beaucoup son papa, une séparation en cours. D'accord. Comment dirais-je Donc il y a pas mal de facteurs là, Jamila. Hein. Là, il y a déjà plein de pistes. Je sais, il y a pas mal de facteurs et je me dis bon, le fait que je suis en train de me séparer, j'ai pris un nouveau logement, donc je suis toute seule avec elle, elle voit moins son papa, tout ce changement, l'environnement, etc. Donc je me dis peut-être que, mais pourquoi qu'à l'école, au dortoir, à l'école? Alors justement, pourquoi qu'à l'école? À l'école, probablement, vous l'avez dit, il y a au moment de la sieste, donc il y a la séparation, il y a l'obscurité, il y a aussi l'imitation, il y a aussi le fait qu'un enfant suce ses doigts, donc là on a l'index et le majeur,
c'est qu'il y a un besoin de sécurité qui s'exprime. Ouais. La succion, elle revient en fait, c'est comme une régression. C'est pour ça que vous avez du mal, parce que vous avez l'impression qu'elle régresse. Bah oui, j'ai l'impression qu'elle régresse et je me dis mince, c'est pas bon pour ses dents, la prononciation. Déjà, bon, c'est un peu normal à 3 ans et demi, elle a quelques consonnes qu'elle a du mal à prononcer. Le ch, le z, le s, vous voyez, elle zozote, elle les prononce mal. Et du coup, ce qui le stresse, c'est que ça s'empile. Et avec toute la suite, l'orthophoniste, les dents qui vont, qui vont se pousser en avant, oui. Voilà. Et du coup, tout ça, le ça palais me aussi. Tout ça, ça me stresse. Et je suis dépourvue. Alors, je me dis. Alors déjà, il va falloir que vous si votre enfant fait ça, c'est qu'elle fait quelque chose qui est bon pour elle. Je sais que c'est difficile, ce que je suis en train de dire là. C'est parce que vous savez, les enfants ne font pas les choses par hasard. Les enfants ne font pas les choses juste comme ça. Ça arrive à un moment où elle a besoin de sécurité. Elle a peut-être besoin de réconfort. Elle le fait pas à la maison pendant les vacances parce qu'avec vous, elle est bien. Il y a assez de sécurité. Vous êtes une maman sécure en vous écoutant là, ce que je pressens, d'accord, que elle a la protection nécessaire. Mais quand elle est à l'école, peut-être que c'est pas le cas. Même si les ASEM, les enseignants, donc elle est en petite section, tout le monde est bien là, bien autour d'elle, mais peut-être qu'au moment, vous savez, quand on parle le sommeil, on compare le sommeil, on dit que c'est la petite mort. Parce que c'est une séparation. C'est quand je vais me réveiller, est-ce qu'ils seront toujours là? D'accord? Et maman n'est pas là. Donc du coup, c'est le fait qu'elle suce ses doigts, c'est comme une substitution à maman. Donc, à mon avis, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est déjà, c'est pas à peine de lui demander pourquoi, ceci, cela, elle ne saura pas vous répondre. Ça ne sert à rien, c'est une perte d'énergie. D'accord? Et puis vous, ça va vous agacer encore plus. C'est simplement de lui dire, donc, il y a une technique que j'utilise moi en hypnose, qui est, on prescrit le symptôme. Ça veut dire quoi, prescrire le symptôme? C'est autoriser-la à sucer son pouce. Un enfant, quand on lui autorise quelque chose qu'on a interdit avant, d'accord, il va plus avoir de raison de le faire. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir accueilli, entendu et aimé inconditionnellement. Donc ça veut dire quoi? Ma chérie, si tu sens le besoin de sucer ton pouce quand tu es à l'école, sucer tes 2 doigts, tu peux le faire. Ça doit te rapporter, ça doit te donner beaucoup de réconfort. C'est-à-dire que vous allez mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Et là, vous allez voir, à un moment donné, quand ça va être verbalisé, mis en mots et accompagné, ça va s'enlever de lui-même. D'accord? Vous n'aurez pas besoin de faire de l'hypnose, de faire je sais pas quoi, d'accord, pour enlever ça. Pour le moment, si l'enfant fait ce qu'il fait, c'est qu'il en a besoin. Et ça, c'est le principe. D'accord, Jamila? Donc lui autoriser à le faire. Et puis vous, bien sûr, prenez sur vous. Calmez-vous, si elle le fait à l'école, c'est qu'elle en a besoin de le faire à l'école et qu'elle ne le fait pas dans d'autres situations. Et vous allez voir, ça va s'atténuer. Merci Jamila. Vous réécoutez l'émission, c'est les podcasts de Beurre FM, donc beurrefm.net. Vous regardez l'émission si vous voulez voir Karima sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Karima. Merci à vous Philippe.